Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle mise au point HS. Si tout se passe bien et que j'ai bien suivi mon planning, hier vous avez dû assister à ma la centième vidéo qui durait plus d'1 heure. je ferai pas... Je ferai pas plus long que ça. En Disney Film, ça me surprendrait énormément que je fasse plus long que ça. Alors Clé, je sais pas comment vous avez réagi à ça. J'espère que même si c'était pas une vidéo aussi humoristique que la 50e sur Taram et le chaudron magique, ça c'est clair, j'avais moins l'occasion de faire de l'humour. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'était quelque chose qui m'a un peu gavé sur le long terme, parce que vous imaginez pas à quel point c'était long. C'était long à faire, long à écrire déjà. Que ce soit déjà pour faire la liste, rien que faire la liste, ça m'a pris du temps. Écrire l'argumentaire sur chaque personnage, tourner la vidéo, ça m'a épuisé, Et le montage, c'était affreux. Voilà, c'était très affreux en termes de travail, mais je suis content du résultat. C'est quelque chose que je tenais vraiment à faire parce que pour moi, les personnages dans une œuvre narrative, c'est le cœur même de la chose. C'est ce qui fait que j'aime énormément le film Hercule, malgré le fait que son scénario, son intrigue est discutable sur pas mal de points. C'est parce que les personnages sont tellement bons, les personnages centraux, Hercule, Philoctète et surtout Mégara et Hadès sont tellement bien réfléchis, tellement bien sentis que ouais, je peux pardonner une intrigue discutable à cause de ça. Les personnages, pour moi, c'est très important et c'était assez impératif pour moi de vous faire partager quelque chose qui représente l'essence même d'un film, d'une œuvre narrative réussie. Et c'est pour ça que je voulais faire ce top 100 des meilleurs personnages Disney. Alors j'aurais peut-être pu me restreindre à quelque chose de moins qu'un top 100 après réflexion, mais ah merde, c'est pas tous les jours qu'on fait sa centième, hein. Donc voilà, je suis allé jusqu'au bout, j'ai assumé jusqu'au bout. Ça m'a gavé à plusieurs moments en termes de travail, ça c'est clair, mais je suis allé jusqu'au bout, donc je suis assez fier de moi pour ça, même si je suis pas sûr à 100% que ça vous aura grandement plu ou que vous aurez suivi jusqu'au bout. Là, je comprendrai par exemple très bien les gens qui auront sauté quelques trucs, ou même certains qui se seront juste contentés de juste lire les noms. C'est-à-dire, ouais, ils ont peut-être suivi le top 10 et quelques cas particuliers de personnages qui leur a vraiment parlé, mais sinon, ils auront juste sauté des noms de temps en temps, histoire de dire, ah tiens, il a ça en numéro 71, c'est quoi 70e, etc. C'est pas impossible que vous l'ayez fait, et je comprendrai très bien. Vous savez quoi, je comprendrai très bien, parce que c'est une longue liste. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de très poussé pour ça, et comme je le dis, c'est pas tous les jours qu'on fait sa vidéo Disney Film numéro 100. Et je vous rassure, la liste des pires personnages Disney sera beaucoup plus courte. Beaucoup plus courte. Ça me permettra déjà de détailler davantage mon argument, parce que c'est plus facile d'avoir un argument détaillé quand on n'aime pas quelque chose que quand on l'aime. C'est vrai, c'est bizarre à dire, mais c'est le cas pour moi. C'est ma nature française, j'aime me plaindre. Que voulez-vous? Mais oui, c'est pour vous prévenir, hein, ce sera pas une longue liste, ce sera pas une vidéo extraordinairement mouse costaud, la 101, où je traiterai des pires personnages Disney. Ce sera pas super court non plus, parce que voilà, hein, ça sera une liste qui viendra là aussi du fond du cœur, sachant que le numéro 1, je sens que je serai pas d'accord avec tout le monde, ça c'est clair. Néanmoins, j'ai quand même envie de poursuivre un petit peu sur cette optique, ce qui me plaît le plus dans les œuvres narratives en règle générale, c'est-à-dire les personnages. Et croyez-le ou non, mes personnages préférés, tout confondu, ne viennent pas de Disney. Il y en a quelques-uns, Jim Hawkins, Belle et Joie seraient très certainement dans ce top 15 si si j'avais inclus les personnages Disney, mais il serait pas, déjà Jim ne serait pas numéro 1, et je sais pas, je pense que Joie serait à la limite numéro 14-15, quoi, vous voyez le genre. C'est
Et pour dire qu'il y a beaucoup d'autres œuvres qui ont su m'interpeller en créant des personnages très forts. Et étant donné que les personnages, c'est ce qui représente pour moi le cœur même d'une œuvre et qui doit être le mieux réussi, j'ai envie de compléter un petit peu ce Disney Film numéro 100 que vous avez vu hier. Si vous avez eu le temps, hein. Sinon n'hésitez pas à aller le voir, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez déjà le top 3, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous le connaissez mon top 3, désolé. Mais ouais, j'ai envie de compléter ce top 100 en vous parlant du top 15 des meilleurs personnages, pour moi, fictifs, tout confondu, hors Disney. Alors, j'aimerais préciser certaines choses. Évidemment, j'ai pas suivi toutes les œuvres narratives existantes. Si ça se trouve, un de ces quatre, je découvrirai une nouvelle œuvre narrative, un nouveau manga, un nouveau film, une nouvelle série qui me fera découvrir un personnage tellement bon, tellement fort qu'il surpassera certains des personnages de cette liste. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je ne connais pas tout. Hein, s'il y a des personnages que vous adorez, c'est pas impossible qu'ils ne soient pas dans cette liste parce que je connais pas l'œuvre, et aussi c'est pas impossible parce que j'ai pas les mêmes sensibilités que vous. Il y a de fortes chances que ce soit ça aussi, on est d'accord. Donc voilà, à nouveau c'est subjectif, etc. Hein, j'espère qu'on est conscient de ça maintenant. Et ensuite, j'aimerais préciser qu'il y a certains trucs, certains supports que vous verrez plus souvent que d'autres. Déjà, vous verrez plus souvent du manga, tout ce qui est manga ou animation japonaise, parce que je trouve que c'est ce qui réussissent le mieux. Ils arrivent vraiment à créer des personnages hauts en couleur qui se démarquent bien. Et je tiens à dire, oui, il y a beaucoup plus de séries en règle générale, de trucs qui s'étendent sur la longueur, que de films. Il y a un peu de jeux vidéo aussi, parce qu'il y a des jeux vidéo qui savent créer de très bons personnages. Donc voilà, c'est assez éclectique, même si ça partira souvent. Soyez prévenus sur les personnages de l'animation japonaise ou du manga en règle générale. Je vous cache pas que c'est un petit peu le truc qui me parle le plus. Oui, il y a beaucoup de personnages qui sont issus d'œuvres japonaises. Voilà, parce que pour moi, le Japon a su créer les meilleurs personnages en règle générale. Vraiment, je le pense, hein, c'est mon truc. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est pas le cas chez vous, bah, je ne vous jette pas la pierre, je ne fais que partager mon avis. N'hésitez pas à partager vous-même vos personnages préférés, tout genre confondu. Ça m'intéresserait beaucoup dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour mon top 15 personnel des meilleurs personnages fictifs hors Disney, tout genre confondu. Numéro 15, Sam Genji. Ça va être à peu près le seul personnage qui est vraiment seulement issu d'un film pour moi, sachant que je sais que c'est issu d'un livre à la base. On est d'accord, mais j'ai pas. Je sais que c'est hérétique de ma part, j'ai pas encore lu les livres, les livres Le Seigneur des Anneaux. Faudrait que je le fasse, un de ces quatre, vraiment, parce que c'est quand même quelque chose de très important, mais je trouve que les films, en tout cas en eux-mêmes, ont réussi à très bien réussir à faire passer le côté épique de la chose. Et oui, ils ont créé de très bons personnages que j'aime beaucoup sur différents degrés, que ce soit le côté super classe et badass de Legolas, un peu excessif mais qui me fait délirer, j'aime beaucoup ça. Le côté très très tragique et complexe de Gollum, si, un très bon personnage. Le côté noble et un peu déchiré d'Aragorn, là aussi très bon personnage. Il y a énormément de personnages qui sont très bons dans ce film, mais mon préféré c'est Sam Genji, parce que c'est le personnage le plus fidèle. Le plus courageux, honnêtement, que je peux voir dans ce film. Ça, la façon dont il s'accroche à Frollo par amitié est tellement touchante, tellement forte, à de nombreuses reprises, que ça me touche, hein, tout simplement ça me touche très fortement. C'est le genre de relation amicale qu'on voit très peu. C'est qui amène même certaines personnes à crier presque à l'homosexualité, alors que pour moi j'ai jamais ressenti ça comme ça. C'est juste un cas un peu exacerbé d'amitié forte, hein, où on n'a pas honte de s'embrasser sur le front quand on s'aime en tant qu'ami. Et oui, ça arrive. mais mais ouais, il y a des personnes qui ont un peu ce genre de problème-là. Enfin, c'est pas un problème, ce genre de réflexion-là. Moi, j'ai jamais ressenti ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment une relation amicale forte. Et
et qui marche tellement bien, cette espèce de conviction de Sam, ce vers quoi il est prêt à aller, alors que c'est pas lui le héros central. C'est ça qui est fort. Frodon est un personnage très torturé par ce qui lui arrive. Et donc, il y a quelque chose d'assez fort aussi autour de ce personnage-là. Mais ce que je trouve beaucoup plus fort, c'est le personnage de Sam lui-même qui l'accompagne, qui le supporte, qui le soutient tout du long en sachant ses souffrances, en sachant qu'il ne peut pas, qu'il n'arrive pas à à les amoindrir ses souffrances parce qu'il sait qu'il est insignifiant par rapport à toutes les choses qui lui arrivent. Et pourtant, malgré toutes ces choses qui lui arrivent, malgré le fait qu'il est insignifiant, il veut faire tout ce qui est possible pour arriver à aider son ami et être un peu un héros sans chercher à être un héros, c'est surtout en cherchant à être un ami. Et c'est quelque chose de très fort, très fort. Ces moments de courage sont extraordinairement exacerbé par rapport à quelqu'un comme Legolas. Je trouve que Legolas a la classe, c'est clair, mais oui, étant donné que c'est un peu quelqu'un d'ultra parfait, dès lors qu'il se lance dans un combat énorme contre un éléphant mammouth géant, je sais pas comment ça s'appelle ces machins-là, vous m'excuserez, on n'a pas peur pour lui, on sait qu'il va y arriver en étant badass. Lui, quand il combat l'araignée géante, on a peur pour lui, parce que c'est vraiment pas c'est vraiment pas directement dans ses capacités. On dit pas ouais c'est gagné, c'est tout cuit pour lui. Chaque combat qu'il fait, on sent vraiment tout le courage qu'il y met et le risque qu'il prend. Et pour moi c'est vraiment une grande preuve de courage. Et c'est vraiment le vrai héros inattendu de ce film. Frodon est un héros très particulier, il y a un développement intéressant autour de lui, mais pour moi Sam Genji est un héros encore plus noble dans un sens de soutien que j'ai vraiment adoré. Et ouais, c'est mon personnage préféré de cette trilogie. Numéro 14, Nao Kanzaki. Qui connaît ce personnage? Personne, je comprends, ça vient d'un manga qui n'est pas ultra célèbre, qui s'appelle Liar Game. Si vous avez suivi ma vidéo live d'il y a une semaine, si je ne l'ai pas oublié, parce que oui, j'ai enregistré ça un peu avant cette vidéo live. Normalement, je pense à... J'ai dû forcément faire cette référence-là, mais si je ne l'ai pas faite, voilà. Liar Game est un manga que j'adore, qui amène beaucoup de points très intéressants, de réflexion, de manipulation, qui sont très bons. Et ce qui est intéressant autour du personnage de Nao Kanzaki, c'est un peu la bonne poire au début. La bonne poire ultra honnête, qui est pris dans un jeu où justement ça se base en grande partie sur la manipulation, sur la malhonnêteté. Et au début, on sent un peu le boulet en fait. Le boulet qui se fait bêtement avoir, qui est excessivement gentil, qui sera juste là pour être sauvé par le mec intelligent qui sera un petit peu attaché à elle. Alors qu'en fait, Nao Kanzaki, au fur et à mesure des tomes, elle évoluera, elle comprendra la nature de ce jeu et essaiera de rester fidèle à sa vision très positive, optimiste et bienveillante des choses, en essayant de s'adapter quand même au jeu et en comprenant qu'il y a certaines personnes auxquelles on ne peut pas bêtement faire confiance au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il y a une évolution de personnage super touchante autour de ce personnage qui à la base a l'air d'être une naïve un peu neuneux, qui arrive vraiment à me toucher très sincèrement. Elle a des moments très prenants, une philosophie vraiment attachante, qu'elle sait faire évoluer. Elle me rappelle un peu de Judy dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle a un point de vue très optimiste des choses, mais qu'elle sait un petit peu courber sans s'en détacher, sans en être infidèle, vraiment. Et je trouve que c'est une très bonne chose, ça montre une capacité d'adaptation assez intelligente, tout en montrant une vraie bienveillance d'esprit, une bonté d'esprit qui donne vraiment envie de voir cette personne gagner. Voilà, le problème avec Judy, c'est que l'intrigue, j'en ai déjà parlé, de Zootopie a tendance à casser un chouïa le personnage. J'ai eu l'occasion de m'en plaindre et je vous rassure, je vais avoir l'occasion de m'en plaindre un peu plus dans des vidéos à venir. Mais
C'est pas le cas pour Nao Kanzaki. Pour moi, elle est parfaitement maîtrisée du début à la fin. Et même si la fin de Liar Game me déçoit un peu, ça ne gâche pas ce personnage que je trouve extrêmement réussi dans sa personnalité, dans sa mentalité et son développement. Numéro 13, Colombo. Intégrale de cette série que j'aime beaucoup. Alors, bon, je sais que ça a pris un certain coup de vieux dans certaines mises en scène. Putain, ça prend la poussière, c'est une merde. Et, oui, parce que je vous cache pas que j'ai pas non plus suivi les épisodes 50 fois, je ne regarde pas non plus cette vidéo, cette série en boucle avec le travail que j'ai pas l'occasion malheureusement. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série par rapport au jeu d'esprit entre Colombo et le méchant. Et vraiment, je pense que ce qui fait le sel de tous les épisodes, la plupart des épisodes, ce qui fait que l'épisode marche ou pas, c'est comment le personnage de Colombo et du coupable sont réussis et comment leur alchimie, leur relation se crée. Alors, il y a quand même des choses qui sont toujours un peu changeables. Des fois, le méchant, le coupable est un peu moyen, c'est clair. Des fois, on n'amène pas super bien la relation entre lui et Colombo, mais à quelques très rares exceptions près, Colombo est toujours super réussi. Vraiment, j'adore ce gars, j'adore sa mentalité, sa façon très un peu terre à terre, un peu vieux jeu, mais très rattachable de présenter les choses. Ce qui fait que dès le début, tout de suite, on arrive à avoir envie de le suivre. Il est malin, il s'est donné une fausse image de lui-même pour tromper les autres, sans être quelqu'un de prétentieux. Il est très humble en fait. Il a un côté très humble dans sa façon de vivre, dans sa façon de voir les choses que je trouve vraiment rattachable. Tout simplement, ce type-là est un personnage iconique. C'est pas pour rien parce que vraiment, il a une personnalité très bien pensée. Et je regrette un peu qu'il n'ait pas pu durer un peu plus longtemps à cause des problèmes de santé de Peter Falk. Et c'est pas de sa faute, clairement pas. Et vraiment, c'est dommage pour un acteur qui a su aussi bien incarner un personnage iconique comme ça, de ne pas avoir pu en faire profiter un peu plus longtemps. Mais ça reste quelque chose que je suis content d'avoir suivi, qui restera une valeur sûre dans la culture. Je pense que dans une cinquantaine d'années, dans une centaine d'années, on se souviendra encore de ce qu'était Colombo. Et c'est quelque chose dont pas beaucoup de personnages fictifs peuvent se vanter. Donc j'ai chapeau bas et ça mérite vraiment d'être connu. Numéro 12, Piccolo, Dragon Ball, c'est parti. Alors, une chose que j'aime beaucoup dans Dragon Ball, malgré le fait que l'histoire peut être très discutable dès lors qu'on y réfléchit. Non, sérieusement, je pourrais faire des tas de vidéos sur la façon dont le scénario de Dragon Ball et Dragon Ball Z ne sont pas si bien réfléchis que ça. Oui, alors, on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont réfléchies au fur et à mesure, au coup par coup, et qu'il y a certaines choses qui sont pas très raccord avec d'autres, etc., etc. Et encore, j'ai pas suivi Dragon Ball Super, j'ai le sentiment que ce sera encore pire avec ça. Néanmoins, la chose qui rattrape vraiment ce manga et qui fait qu'il est devenu culte, pour moi, c'est pas tant les scènes de combat, même si les scènes de combat sont assez fortes, c'est surtout les personnages. Je trouve vraiment que les personnages dans Dragon Ball sont uniques. Tout simplement, ils sont uniques. Je connais personne qui a une personnalité similaire à Sangoku. Peut-être qu'on a fait quelque chose de semblable après, mais avant Sangoku, personne n'était comme ça. Pareil pour Vegeta et pareil pour Piccolo. Piccolo, j'aime énormément son développement. Le fait que ce soit au départ quelqu'un de poussé vers le mal, mais qui, au fur et à mesure des contraintes que les menaces du moment ont apporté, se verra un peu amené du côté du bien via des moments d'interaction que j'ai trouvé très fortes avec Sangohan. La plus grande relation de personnage dans ce manga, c'est clairement Piccolo Sangohan.
y a pas photo pour moi. Donc ouais, son lien avec Sangwan est très fort et c'est ce qui va l'amener à avancer de façon très touchante dans la première saga. La façon dont il décide d'évoluer dans la saga contre Cell est très forte aussi, avec les choix qu'il fait, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très bon. Et dans la saga contre Boo, malheureusement, c'est fait un peu plus perso de soutien que perso d'attaque. Mais malgré tout, dans cette saga-là, il arrive à être quand même un personnage d'intelligence très sur qui on peut compter et qui arrive quand même à se mettre un peu en avant, contrairement à beaucoup d'autres personnages de soutien qui sont là pour être là. Hein. Faut dire ce qui est. La saga Boo n'est pas la meilleure saga du manga. Hein. Non pas qu'elle est mauvaise, il y a bons points, mais c'est pas la meilleure saga du manga pour moi. Et pour moi, Piccolo c'est vraiment le mieux réussi dans son développement, dans sa personnalité, parce que oui, c'est quelqu'un qui évolue de façon vachement fluide et vachement bien faite par rapport à sa façon de s'attacher à Sangwan. Et c'est pas une façon forcée, parce que oui, il y a beaucoup de trucs comme ça où on a des personnages qui tombe sur un enfant. Voilà, je suis un personnage un peu renfrogné, très solitaire. Je tombe sur un enfant. Au bout de quoi, 2, 3 jours, ça va très bien entre nous. Je me suis attaché à ce petit gamin. Je suis tout mignon, tout gentil, tout plein avec lui. C'est pas du tout le cas. Il est vraiment, c'est un sale con envers Sangwan au début, quoi. Et honnêtement, c'était vachement frais la façon dont il traite Sangwan au début. Dans le genre, oui, je peux pas supporter les gamins qui chialent. Si tu continues, si tu chiales encore, je te frappe. Hein, et vraiment, en étant 100% honnête là-dedans. Et c'est bien parce que ça amène une vraie évolution des deux personnages. Sangwan qui apprend à s'endurcir, parce que oui, le Sangwan que je préfère, c'est le Sangwan post-entraînement avec Piccolo, et avant qu'il devienne un ado qui pense aux filles avec Videl, tout ça. Sangwan, j'aime beaucoup. Et c'est amené par ce très bon début de relation entre eux. Je pense que c'est ce qui met le plus en avant Piccolo et ce qui fait que j'adore autant. C'est la façon dont sa relation avec Sangwan a évolué, la façon dont il a fini par s'attacher à Sangwan, que j'ai trouvé très bonne. Et qui l'amène à devenir plus sage que Sangoku. Je veux dire, dans la saga Cell, il y a un moment, punaise, c'est le meilleur moment tout le manga pour moi, où il reprend Sangoku en se montrant plus sage que lui par rapport à Sangwan. C'est un des moments les plus forts, c'est le moment le plus fort du manga pour moi. C'est mon personnage préféré de Dragon Ball, Piccolo. Numéro 11, Sephiroth, ou comme je le disais quand j'étais tout petit, Sephiroth. Ouais, ça faisait un peu bizarre parce que oui, j'ai les prononciations anglaises et moi, déjà que même maintenant, c'est pas génial, mais à l'époque, quand j'étais petit, je comprenais pas du tout que TH, ça faisait ouf, qu'est-ce que vous voulez, je sais jamais exactement le truc. Donc, ouais, sans parler de ça, le truc avec certaines listes des personnages préférés des gens, c'est pas tant la complexité du personnage, de sa personnalité, de son histoire, mais le côté classe. Vous voyez, est-ce qu'il pète la classe ce personnage? Est-ce qu'il dégage quelque chose de fort? Et son histoire, la complexité de ses émotions, tout ça, ça a tendance à passer un peu au second plan pour certains. Et chacun ses critères. Ça n'a jamais été trop le cas pour moi. Pour moi, un personnage doit avoir une vraie complexité dans son histoire, dans ses motivations, dans ses sentiments, dans son développement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages qui pètent la classe, qui dégagent quelque chose de fort en soi, mais qui n'ont pas grand chose d'autre à part ça, que je considérerais jamais comme mes personnages préférés de tous les temps. Alors, Sephiroth, c'est un peu un cas exceptionnel, faut avouer, parce que ouais, ce qui m'attire le plus chez lui, c'est qu'il pète la classe. Que ce soit dans sa façon de se battre, de se déplacer, chaque mouvement se dit j'ai la classe. La mise en scène de Final Fantasy VII, surtout, le dépeint très bien comme ça, faut avouer. Après, il y a quand même un petit truc en plus, parce qu'il n'y a pas que ce côté classe qui va avec lui, c'est le côté un peu tragique de son histoire, que j'ai trouvé assez bon. C'est-à-dire, bon, je vais vous spoiler un peu. Il va y avoir pas mal de spoilers par rapport au personnage en question, notamment le numéro 4. Je vous préviens, je vous préviendrai pour le numéro 4. Il y a des trucs quand même, c'est pas mal de les découvrir par vous-même, si vraiment ça vous intéresse de base.
Donc ouais, son histoire, c'est que ça a été un clone fait à partir de Genova. Et donc, ça l'amène à avoir euh, toute une crise d'identité tellement forte que ça l'a poussé vers la folie et vers la destruction des autres, de la terre entière, carrément. Et ce qui fait que c'est assez intéressant, le côté tragique sur le fait que cette personne qu'on a créée pour faire le sale travail et aider un peu l'humanité va faire le contraire de ce pourquoi il a été créé. Et c'est très intéressant par rapport à ça, et je trouve qu'en termes de psychologie, il y a quelque chose de très intéressant à analyser là-dedans. Le problème que j'ai avec ça, et qui fait que sans doute il aurait été mieux classé que ça si ça avait été plus loin, c'est que ça va trop vite. Que ce soit dans le premier film, le premier jeu Final Fantasy VII, ça a été un peu trop rapidement mis en place, c'est-à-dire que c'était un peu rapidement résumé. Et même dans Crisis Core, qui montrait donc l'histoire de Zack, j'espérais vraiment qu'on aille sur le détail par rapport à ça. Et ça commençait plutôt bien avec Sephiroth, mais à nouveau, son passage vers la folie a été résumé rapidement. C'est dommage parce que je trouve que son passage vers la folie aurait mérité d'être davantage développé pour rendre le personnage vraiment intéressant. Là, tout ce que j'ai pour le rendre intéressant dans son histoire, c'est la façon dont j'imagine comment ça peut se passer, dont j'essaye de m'imaginer ça psychologiquement. C'est pas mauvais, mais je trouve que ça aurait été un peu plus fort d'avoir été montré de façon plus spécifique. Cela étant, oui, c'est un bon personnage, à l'histoire très intéressante, vraiment, et qui a la classe. Voilà, je ne vais pas nier une seule seconde que ça joue un facteur énorme dans mon appréciation, il pète la classe. Numéro 10, Excel. J'adore le dynamisme de cette fille. Vraiment, il n'y a pas plus déjantée, barrée que cette fille dans tout ce qu'elle fait. Elle peut rien faire sans être calme ou quoi que ce soit. Chacune de ses réactions est excessive à outrance, dans un sens où ça en devient mais hilarant. Hilarant. C'est un des personnages féminins les plus drôles, un des personnages les plus drôles tout court. Pourquoi je dis féminin? Un des personnages les plus drôles que j'ai vu en animation tout court, là aussi, et qui fait très bien passer le côté complètement déluré de l'animé dans lequel elle est, et qui est doublé avec avec un peps énorme, que ce soit en VO ou vraiment, je sais pas qu'elle prend la doubleuse pour arriver à parler aussi vite, mais punaise, c'est juste énorme. Qu'en VF, où vraiment la doubleuse VF a réellement essayé de respecter au mieux ce que représentait le personnage, et je trouve qu'elle s'en sort très bien elle aussi. Vraiment, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, ses aspirations sont très simples, mais elle les exacerbe tellement bien par son dynamisme. Et on sent vraiment l'éclat total, que ce soit dans la façon de l'écrire, que ce soit dans son comportement, c'est l'éclat total ce personnage, et je l'adore rien que pour ça. Numéro 9, Wesley. Et oui, la licence Buffy Angel devait avoir un personnage dans cette liste, parce que ce sont deux séries que j'adore. Alors, il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'ont que suivi la série Buffy, devraient se demander, mais quoi? Ce type, l'anglais coincé de la saison 3, vous vous foutez de ma gueule pour que... Il y a des personnages bien plus complexes et intéressants que ce type-là. Ok, c'est parce que vous n'avez pas suivi la série Angel. Parce que si vous aviez suivi la série Angel, vous auriez vu que c'est un personnage nettement plus intéressant et nettement plus complexe que ce que vous voyez dans Buffy. En fait, il y a beaucoup de personnages dans la série Angel qui gagnent énormément en profondeur en étant passé dans Angel, que ce soit Angel lui-même déjà, je trouve qu'Angel évolue super bien dans sa propre série, mais Cordelia aussi, elle évolue super bien. Je veux dire, Cordelia est sympathique dans les 3 premières saisons de Buffy contre les vampires, mais dans la série Angel, elle a vraiment une évolution très intéressante jusqu'à un certain point. On y viendra peut-être à un moment donné si j'ai l'occasion d'en parler, mais ouais. Et quoi qu'il en soit, le personnage le plus intéressant dans son évolution au fil de la série Angel, c'est clairement Wesley. Vraiment, au début, c'est un petit peu le même personnage, un peu gaguesque,
qu'on voit au début, dans la saison 3 de Buffy, c'est-à-dire quelqu'un de ces maladroits qui sait pas très bien gérer les choses. On crée quand même de la comédie un peu mieux réussie autour de lui. Néanmoins, on sent quand même le côté un peu acerbe du personnage qui a perdu son statut de j'ai perdu le terme, je suis désolé, ça fait 3 minutes que je le recherche et ça me revient pas, donc je vous mettrai ça en texte. Hein. Et donc ouais, on sent quand même qu'il est un peu désabusé par ce qu'il a vécu, mais pour commencer, il est quand même assez maladroit. Mais au fur et à mesure des saisons, il va évoluer de façon très intéressante, avec les nombreux sales coups qui lui arrivent. Et quand je dis les nombreux sales coups, je veux dire, waouh. Si vous n'avez pas suivi la série, vous n'avez aucune idée de tout ce qu'il traverse, le pauvre. Sérieusement, on a énormément de peine pour lui. Toutes les peines qu'il ressent, etc. Et qui vont l'endurcir de façon un peu triste, mais qui vont le rendre vachement intéressant. Ce type qui faisait presque guignol au départ deviendra vraiment une des personnes les plus compétentes qui soit à travers les épreuves qu'il aura endurées, et ça le rendra extraordinairement intéressant et complexe parce que vraiment il y a le Wesley de départ qui est très drôle, j'aime beaucoup le Wesley j'aime bien le Wesley de départ, mais le Wesley d'arrivée qui est très sérieux, très compétent et qui a une mentalité qui a tendance à vous faire un peu froid dans le dos à certains moments. La saga Buffy contre les vampires Angel a su créer de nombreux personnages mémorables que j'adore plus les uns que les autres. J'adore Buffy, j'adore Willow, j'adore Alex, hein, j'adore Angel, j'adore Cordelia. Punaise, j'adore Fred. Fred d'Angel, c'est un personnage tellement touchant. Et pourtant, le personnage que j'arrive à apprécier le plus, qui me fait le plus ressentir de choses, que je trouve le plus intéressant dans sa mentalité et la façon dont elle évolue, c'est Wesley. Parce qu'il a vraiment su évoluer de façon très complexe et prenante au fil de la série, ce qui fait que ouais, c'est mon personnage préféré de cette saga. Numéro 8, Batman. Oui, originalité, quand tu nous tiens, je sais, c'est mon héros préféré. Je vais mettre un peu de nuance là-dedans parce que voilà, j'aime Batman par rapport à certaines de ses incarnations, la plupart de ses incarnations, mais il y en a une partie que j'aime pas trop. Et je sais que je vais pas être d'accord avec certains, mais pour moi les incarnations préférées déjà ce sont les incarnations animées, que ce soit la série de Bruce Timm des années 90 qui est génialissime, même la série qui a fait suite un peu plus tard, une sorte de reboot un peu plus légère. J'ai bien aimé le Batman de The Batman. À nouveau, je sais jamais comment dire ça. The Batman. Voilà, il s'est sorti genre 10 ans plus tard. Qui était très sympathique aussi, moins puissant mais quand même très bon, hein, Batman. J'ai beaucoup aimé Batman dans de nombreuses incarnations dans les films animés qui en sont sortis sous DC. Et j'aime beaucoup le Batman dépeint dans les films de Nolan. Voilà, ce Batman qui doit vraiment apprendre à savoir comment faire prévaloir la justice dans un système corrompu. Et c'était très bon ça aussi. Je suis pas particulièrement fan de certaines incarnations de Batman, que ce soit la plus récente, même si je trouve que Ben Affleck joue très bien le personnage, et j'aime pas cette incarnation qu'il joue. Et ouais, je vais pas faire plaisir à grand monde là, mais je suis pas fan de l'incarnation des films de Burton. Voilà, alors en plus, Burton l'a dit lui-même, je sais plus mais il a dit lui-même que Batman, c'est pas le personnage le plus intéressant de ses histoires. Pour lui, c'est souvent les méchants. Donc c'est pour ça que dans le premier film, on mettait un peu plus en avant le Joker et que dans le second film, quoi, il faisait quasiment il faisait quasiment figuration en comparaison aux méchants. Donc pour moi, c'est un Batman effacé qui n'a pas de grande profondeur dans ces films-là, à part pour faire un espèce de parallèle pas très poussé avec certains méchants et en lui l'amenant sur une quête de vengeance pas très complexe avec le Joker. Pour moi, ça n'a pas été une incarnation
vraiment marquante de Batman. C'est clairement pas ça qui m'a fait dire ah Batman est un personnage génialissime. Ce qui m'a fait dire que Batman est un personnage génialissime, c'est la série de Bruce Timm, c'est clair et net. Et après, je me suis intéressé à certains autres films, à certaines autres séries qui m'ont vraiment de plus en plus intéressé au personnage. Par rapport à son côté très torturé, son éthique qui peut être discutable, mais qui est clairement là pour comme un moyen de défense pour éviter d'aller trop loin, qui joue beaucoup sur la complexité de ses sentiments. Ces sentiments qui sont exacerbés par une tragédie, somme toute assez banale dès lors qu'on y pense, mais qui est très bien mise en scène et dont on joue bien sur l'impact autour de Bruce Wayne, que je trouve très forte. C'est quelque chose de très bien réussi dans la mise en scène dès lors qu'on prend la peine de vraiment mettre en avant la psychologie de Batman et c'est pour ça que pour moi les films de Nolan sont les films live action les mieux réussis parce que déjà Batman Begins se centre vraiment sur la psychologie de Batman, ce qui l'a fait évoluer vers ce qu'il est devenu. C'est ce que je trouve très bon personnellement. Et je trouve évidemment que l'incarnation la mieux réussie, c'est celle de la série animée de Bruce Timm, évidemment. Comme énormément de gens, que voulez-vous, je ne suis pas original à nouveau, où on prend vraiment la peine d'insister sur la tragédie qu'il a touchée et les liens qu'il crée. Comment ils peuvent se sentir proches de certains méchants, c'est très fort ça. C'est fascinant de voir cette espèce d'abandon vraiment du bonheur chez le personnage en raison d'un code moral qui se fixe en estimant pouvoir être la personne qui amènera Gotham vers une situation plus sûre. C'est quelque chose de très bien fait et quand on met bien ça en place, je vous jure que ça crée un personnage tellement fascinant. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont ressenti. C'est un personnage qui n'a pas juste la classe. Il a la classe, il a des tonnes de gadgets, il sait bien se battre, il sait faire des tas de choses. Ça prouve tout son acharnement, toute son application là-dedans. Hein. Ça montre à quel point il est obstiné, il tient vraiment à ses idéaux, et c'est une très forte caractéristique, mais en plus de ça, c'est sa psychologie qui va avec, qui le rend vraiment particulièrement prenant et fascinant. Et ce qui fait que j'adore ce personnage, comme beaucoup d'autres gens. Numéro 7, Daria, une série que j'adore. J'adore le ton cynique de notre héroïne. L'aspect très un peu stéréotypé de ce que représentait la vie au lycée de l'époque, sachant que ça reste stéréotypé sans aller trop loin dans le gag stupide, sans dénigrer toutes les personnes existantes. Je veux dire, on a des parodies un petit peu des stéréotypes de sportifs et de pom-pom girls qui sont pas fut-fut, mais on va pas jusqu'à dire que ce sont des personnages irrécupérables qui méritent pas une seconde qu'on les, qu'on leur fasse preuve d'un tant soit peu de respect. Ils ont des moments où ils valent quelque chose et c'est pareil pour énormément de personnes. La sœur de Daria, elle aussi, au début on peut penser que c'est juste une bête fan de mode superficielle, mais elle a une évolution au fil de la série qui fait qu'elle est plus que ça. Il y a beaucoup de personnages qui ont plus de complexité qu'il n'y paraît au premier abord. Et c'est le cas notamment de Daria, notre personnage central, que je trouve excellemment bien pensé, bien réfléchi. D'une part, elle a un côté ultra cynique sur la vie, sur le fait que beaucoup de choses sont en vide de sens pour elle, et donc elle a tendance à voir ça d'un œil très moqueur, très dédaigneux, mais gentiment dédaigneux. C'est-à-dire que elle ira pas non plus jusqu'à leur cracher dessus ou dire qu'ils ne valent rien. On n'est pas au niveau de Télectre dans la série Hercule, si vous voyez ce que je veux dire. Clairement pas. Mais malgré tout, elle évolue, elle se rend compte de certains bienfaits et elle sait voir le bien dans certaines choses. Il y a un côté très joli dans la façon dont, au fil de la série, elle parvient à évoluer vers une vision plus optimiste des choses
en gardant son côté cynique qui est très joli, mais en comprenant un peu mieux le monde qui l'entoure. Et c'est quelque chose que j'aime énormément chez Daria, c'est-à-dire qu'elle perd pas une seule seconde son intelligence ou son cynisme, mais elle évolue quand même malgré tout en ayant, je pense, une très bonne vision de la chose et un très bon cœur là-dedans. Ce qui fait que j'aime beaucoup ça. La chose qui marche le plus autour de Daria, c'est clairement sa relation avec sa meilleure amie Jan, que je trouve très touchante et très complice, et que j'aime énormément. Vraiment. C'est un personnage très bien écrit et qui a un développement très bien fait. On sent vraiment que les créateurs de cette série ont vraiment voulu ne pas stagner et ont vraiment voulu respecter les personnages qu'ils ont créés. Pas seulement Daria, mais Daria est le personnage le plus réussi du lot qui porte excellemment bien sa série. Numéro 6, Bibi. Bon, j'ai toujours eu du mal avec cette version française du nom. À la base, il s'appelle Vivi, hein, mais ouais, chez nous, c'est Bibi. Je comprends, par exemple, qu'on ait changé Zidane en Zidane, parce que ouais, Zidane quand même, quoi, mais Vivi en Bibi, j'ai pas trop compris. Il aurait pu juste appeler Vivi. Enfin bon, je suis tellement habitué à Bibi maintenant, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Si ce n'est que, ouais, j'adore. C'est mon personnage préféré de tous les jeux Final Fantasy confondus. Il est tellement touchant, tellement trognon déjà dans la façon dont il a tendance à réagir. Il est un peu naïf au début, mais il arrive à être un peu malin quand même, à être un peu pris, en étant pris dans les événements qui lui arrivent. Et surtout, il a une crise identitaire tellement touchante et tellement rattachable. Si je devais donner mon Final Fantasy préféré, je dirais Final Fantasy VII, très légèrement au-dessus de Final Fantasy IX. Mais si je devais comparer par rapport à ces personnages, je trouve que les personnages de Final Fantasy IX sont un peu plus poussés, un peu mieux réussis que ceux de Final Fantasy VII. Et voilà, Bibi est le plus réussi du lot, vraiment, par rapport à donc, sa crise identitaire. C'est quelqu'un qui se rend compte que c'est pas un être aussi bien loti de par sa naissance qu'un humain normal. Hein, il a le même genre d'idées, de motivations, de pensées, etc. Mais il fait partie d'un peuple qui n'a pas été prévu pour ça. Et donc, oui, au fur et à mesure qu'il découvre ce qu'il est, hein, ce qu'il est réellement, ça lui fait faire une crise identitaire, une phase vraiment de dépression réelle qui est extrêmement touchante au fil du jeu que j'ai trouvé admirablement réussi. Et ce qui a fait gagner cette place numéro 6, c'est la façon dont ça se termine. La conclusion du personnage que j'ai trouvé ah. extrêmement touchante. Ça m'a fait pleurer, hein, ça c'est clair. Ça m'a fait pleurer la fin autour de Bibi, hein, il n'y a pas photo. Et ouais, c'était à la fois attendrissant et joli, tout en étant un peu triste. C'était tellement bien fichu et ça concluait de façon tellement parfaite le personnage que ah, je peux pas ne pas l'adorer. J'adore Bibi, mon personnage préféré des jeux Final Fantasy. Numéro 5, Dr. Gregory House. Et oui, si vous avez suivi un petit peu mon décor, vous devriez savoir que je suis fan de la série Dr. House. Et c'est en grande partie grâce au personnage. Ça suit une formule récurrente au fil des épisodes et c'est pas le genre de série que j'aime le plus. Je vous cache pas, pour moi, une série se doit d'évoluer réellement, et c'est pas parce que ça suit mais c'est pas parce que ça suit une formule récurrente que ça n'évolue pas. Les mentalités des personnages, les situations des personnages évoluent au fur et à mesure du film, et le personnage clairement le plus marquant, c'est le personnage titre de loin, Dr. Gregory House. Alors, qui, un peu comme Daria, est un gros cynique, mais un cynique beaucoup plus revêche, beaucoup plus désabusé de la vie. Et c'est très intéressant parce que son côté cynique et sa tendance à vouloir contredire les autres, se montrer supérieur, arrive à être très drôle par moments. Sérieusement, il me fait rire à de nombreux moments, mais ça appuie tellement bien la
le malheur de ce personnage. Parce que c'est un personnage malheureux en son être, complètement, avec les choix qu'il a fait et la vie qu'il a décidé de garder. Parce qu'il lui est tombé dessus aussi, parce que oui, il y a quand même eu pas mal de malchance là-dessus. Et avec chaque possibilité de bonheur qui lui vient, et son caractère indécrottable qui l'empêche de se relâcher, ça amène énormément de tragédies autour de sa vie, de sa recherche de bonheur, qui sont dues en partie à lui. Hein, il est en partie à se blâmer, c'est clair et net, hein, en partie très importante à se blâmer. Ça rend la tragédie de son personnage tellement touchante que, au fur et à mesure des 9 saisons de la série, et puis là, j'étais vraiment pris dedans. J'espérais vraiment qu'il trouve un moyen au bout d'un moment de trouver le bonheur, et à chaque fois ça trouvait toujours un moyen de le faire tomber bas, et c'était toujours c'était toujours amené de façon acceptable, sauf dans la saison 8, mais ça je vais pas trop en parler. Oui, hein, c'est pas parfait, c'est pas une série parfaite Doctor House, il y a certaines choses à redire, je vous le cache pas, mais globalement c'est quand même très bien fait. Oui, et il y a de nombreux moments qui sont très bien amenés sur sa descente vers le malheur, les choses qui lui arrivent, les complications, tous ces moments qui font croire que ça va repartir bien pour lui, mais non, et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien appuyé par son cynisme, son côté acerbe de la vie qui est tellement bien amené, qui fait qu'on sent énormément de peine pour ce personnage, dans l'état admiratif du côté sans gêne qu'il se permet d'avoir, qui peut être très drôle par moments, mais qui appuie très bien sa tourmente, qui est très forte au fil de la série, et qui fait que c'est un personnage excellemment réussi. Ah, j'adore cette série, et son personnage principal est excellemment mené. Et une chose que je n'ai pas dite avant de terminer ce point-là, c'est que, oui, comme pour Daria aussi, la chose qui cimente le plus la force de ce personnage, c'est sa relation avec son meilleur ami Wilson. Au passage, hein, les personnes qui n'ont pas fait le lien House Wilson, c'est clairement pour faire un parallèle avec Holmes et Watson. C'était évident, mais je tiens à le dire. Parce que voilà, je trouve que c'est pas grand chose, mais c'est pas mal, c'est un petit détail sympathique. Et donc oui, c'est très bon personnage par rapport à ses liens avec les autres personnes que je trouvais très bien réussi. Numéro 4, Junko Enoshima. Alors, ça va être un peu difficile de parler de ce personnage sans vous spoiler les jeux vidéo. Donc, voilà, les jeux Danganronpa sont super prenants, avec des intrigues très intéressantes, des rebondissements très sympathiques. C'est pas parfait, mais si vous êtes anglophone, parce que malheureusement il n'existe pas de version française du jeu, n'hésitez pas soit à essayer d'y jouer, soit à regarder des let's play pour découvrir l'histoire, parce que ça vaut le coup. Parce que je vais vous spoiler, je suis obligé de vous spoiler le jeu pour parler de ce personnage. C'est un peu impératif. Donc je vous le dis tout de suite, si vous suivez les minutes qui viennent, vous allez être complètement spoilé et ça va vous gâcher la découverte, ne serait-ce que du premier jeu. Bref, Junko Enoshima est une méchante que j'adore. Elle est ultra détestable. Mais quand je dis ultra détestable, je vous jure, quoi, il y a énormément de personnes qui, en jouant au jeu, se sont dit, punaise, j'ai envie de la baffer, de la tuer, cette fille. Tellement elle est horrible et affreuse. Mais c'est ce qui la rend tellement fascinante pour moi. Sérieusement, j'adore son côté sadique, mais sadique à un niveau incomparable dans sa façon de vouloir faire passer sa mentalité, son idéologie. Parce que c'est un personnage qui est très basé sur le fait que la vie l'ennuie. Les choses qui se passent comme prévu l'ennuient, les choses qui se répètent l'ennuient. Elle a envie que les choses soient dans une espèce de mouvement constant, que ce soit toujours une surprise pour elle. Et la chose vers laquelle elle s'est tournée pour ça,
pour amener les choses à changer constamment, c'est le désespoir. C'est le mot qui l'a fait orgasmer, ça, le désespoir. Elle a un rapport orgasmique avec le désespoir, carrément, hein, vraiment, qui la rendent tellement, tellement tarée, mais à la fois flippante et détestable, qu'elle est vachement efficace. Quand j'entends les gens qui réagissent à ce personnage en disant qu'elles ne peuvent pas la supporter, qu'ils la détestent, punaise, je pense qu'elle a très bien fait son rôle. Moi aussi, je la déteste dans la plupart dans sa façon de manipuler les gens, de les faire face à un choix horrible, de les amener à des moments de désespoir atroces. Parce que oui, il y a des choses qui sont atroces dans ce qu'elle fait. C'est quelque chose que je trouve très fort dans l'écriture de ces jeux et ça appuie très bien la menace de la mentalité de cette femme. Voilà, une femme qui a au passage une personnalité éclatante. Je trouve vraiment qu'elle est pétillante dans sa vilainie, parce qu'étant donné qu'elle s'ennuie vite des choses, elle n'arrête pas de changer de personnalité. Des fois, elle peut la jouer hautaine, des fois, elle peut la jouer timide, des fois, elle la joue joyeuse, des fois, elle la joue blasée. Elle n'arrête pas de changer entre ces différentes personnalités parce qu'elle n'aime pas ce qui stagne. Elle veut changer à chaque fois de toutes les choses. Ce qui amène déjà à énormément de moments assez comiques et énormément de réparties de sa personne qui sont très fortes, notamment dans le deuxième jeu. À nouveau, hein, je le dis, spoiler à fond, hein, si vous n'avez pas joué au deuxième jeu, je vous ai spoilé, je suis désolé. Et c'est quelque chose que je trouve juste extraordinaire. C'est un méchant extraordinairement bien fait pour moi. Elle est détestable par rapport à ses actions, par rapport à sa mentalité, mais c'est ce qui la rend fascinante pour moi. Et elle arrive à être fascinante en étant à la fois très acerbe et très drôle, très tac au tac dans ses répliques. Elle arrive à toucher là où ça fait mal, mais vraiment. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la personnalité de Monokuma, malgré le fait que ce soit un sale enfoiré, mais Monokuma, c'est une extension de Junko Enoshima. La personnalité de Monokuma a clairement été faite à partir de celle de Junko Enoshima dans tous les jeux. Et c'est ce qui fait que j'adore ce personnage. Pour moi, c'est un personnage de méchant atroce qui peut être drôle dans son comportement très excentrique. Excentrique, c'est un euphémisme excentrique. Et à la fois détestable, horrible dans ses actions et dans ses aspirations, qui fait que pour moi, elle est extraordinairement réussie. Très bien foutu, un des plus grands méchants qu'on ait fait pour moi. On arrive à notre top 3 avec un truc qui risquera peut-être d'embraquer certains, j'en suis désolé, mais à nouveau je précise que c'est un avis personnel. Numéro 3 donc, Pinkie Pie. Oui, je sais, My Little Pony, on a tendance à exagérer un petit peu sur cette série-là, vous fourrez ça un peu dans la gorge, sachant que ça fait quelques années que c'est moins le cas. Néanmoins, oui, même si je trouve pas que My Little Pony est la plus grande série du monde, vraiment, c'est une bonne série bien réussie, mais c'est pas la plus grande série du monde, hein, il y a des choses à redire. Et plus ça va, plus j'ai le sentiment que ça se force un petit peu trop, quoi, que ça commence un peu à manquer d'inspiration, surtout quand ça crée des tonnes de nouveaux personnages parce que vous n'arrivez plus à gérer seulement vos 6 personnages de base. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est que Pinkie Pie est un personnage qui me fout le sourire à chacune de ses apparitions. Pinkie Pie, c'est une poney qui a pour but d'apporter le bonheur aux gens. Ce qui la fait plaisir, c'est de faire plaisir. Voilà, en gros. Et donc, elle a vraiment cette vision très dynamique, très optimiste des choses, qui revient à dire « je veux que les gens soient heureux, qu'ils sourient ». Et ça, en soi, déjà, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne mentalité de personnage que j'aime beaucoup, mais elle fait ça en étant la personne la plus folle et la plus déjantée que je connaisse. Je veux dire, même Excel, je suis pas sûr qu'elle soit au même niveau Pinkie Pie, vous voyez.
c'en est presque à ce niveau-là, quoi. Je pense que, ouais, elles se valent à peu près en termes de déjanté. Sachant que Pinkie Pie joue énormément sur le cassage de quatrième mur, sur l'excès. Elle fait beaucoup d'excès dans sa façon de parler. Là aussi, elle a tendance à parler très vite, ça amène beaucoup de dynamisme, et vraiment, elle me fait marrer, quoi. Chaque fois qu'elle intervient dans un épisode, elle me fait marrer. Il y a un épisode centré sur le fait qu'elle doit s'occuper de deux bébés, et c'est chiant sur le principe, j'en ai rien à branler des épisodes. Oh, regardez, s'occuper des bébés, c'est dur. Je n'ai rien à foutre de ça, et ça a beau être des bébés Pégase, licorne, je m'en tape. Le truc, c'est que malgré ça, étant donné que c'est Pinkie Pie, elle arrive à sauver ça, elle arrive à rendre ça divertissant, malgré le fait que ça repose sur une intrigue que je trouve chiante. Et c'est quelque chose de très fort pour moi, hein, quand on arrive à faire ça. Pinkie Pie est un personnage tellement dynamique, tellement excessif, mais excessif dans un sens tellement exaltant que chacune de ses apparitions me fait au moins craquer un sourire. Et les rares fois où elle ne me fait pas craquer un sourire, c'est les rares fois où elle essaye d'être sérieuse, parce qu'elle sait être un peu sérieuse de temps en temps quand même, et elle arrive à l'être très bien. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans son application à vraiment vouloir faire plaisir aux autres, à être cette espèce de boule de nerfs, enfin de boule d'excitation pour chaque chose, parce qu'elle a envie tout simplement d'avoir plus d'amis, plus de personnes à qui elle fait plaisir. Une excessivité qui l'amène des fois à faire des mauvais choix et à mal comprendre certaines choses, ce qui la rend à nouveau humaine, entre guillemets, sachant qu'il y a une version humaine d'elle aussi qui est sympathique également. De toute façon, les versions humaines de nos poneys, c'est à peu près les mêmes, mais versions humaines, quoi, donc voilà. Elle est assez humaine, donc, dans le genre où il lui arrive de se tromper, et étant donné qu'elle est excessive dans à peu près tout ce qu'elle fait, dans beaucoup de choses qu'elle fait, elle a cette tendance à être excessive aussi quand elle se trompe. Ce qui peut gêner un petit peu, mais qui pour moi la rend encore plus exaltante parce que voilà, elle est fidèle vraiment à ce qu'elle est, à son personnage. Et elle amène énormément de moments hilarants. Vraiment, c'est le personnage fictif à m'avoir le plus fait rire. Je pense, hein. Ça, c'est très difficile de quantifier ça exactement, hein, mais bon, il y a aussi l'avantage d'avoir été dans une série très longue, qu'on est à 10 saisons maintenant. Donc ça joue, faut avouer, hein, ça joue, mais néanmoins c'est quand même un très bon personnage comique excessif qui passe très bien, à la mentalité que j'apprécie énormément, qui me fait passer un moment. Vous savez, ce genre de choses qui vous fait juste passer un bon moment. Vous regardez ça, vous dites, punaise, j'ai la pêche. J'ai vu cette femme, cette poney, j'ai la pêche. Elle est tellement douée que rien que sa présence, rien que sa façon d'être me donne la pêche. Et c'est quand même très fort pour ça, et c'est pour ça qu'elle est aussi haut placée pour moi. Numéro 2, Yagami Light alias Kira. Ah, j'adore ce type, j'adore ce manga, j'adore la psychologie de ce manga, même si je reconnais qu'il y a certains trucs qui sont un peu faciles, mais comme beaucoup d'histoires, il y a toujours cette petite facilité. Pour moi, c'est quand même un manga très bien réussi en termes d'intelligence, de jeu, d'esprit. Et ce qui le porte le mieux, c'est clairement son anti-héros, son protagoniste principal, Kira, alias Yagami Light, qui brille par son intelligence, son côté un peu malin et un peu fourbe qu'on l'amène à avoir, et surtout, sa façon de voir les choses, sa façon un peu radicale de voir les choses, qui est d'une part assez osé. Il a un courage qui peut être discutable, hein, c'est clair et net, Yagami, mais il a ce courage-là que je trouve assez fort, personnellement. Et ce qui va autour de ça, c'est la façon dont sa mentalité évolue, et dont on le montre bien. Au début du manga, vous remarquerez qu'il a un regard assez normal en comparaison des autres personnages. Il a un regard très un peu innocent, on va dire, si on peut dire ça. Sachant qu'au début, il est totalement innocent. En fait, c'est très intéressant parce que, oui, j'adore le manga Death Note, et un truc très intéressant autour du manga Death Note, c'est les nombreux cas et si. Et l'un des cas ici les plus intéressants, ça aurait été et si Yagami Light n'avait pas trouvé le Death Note, qu'est-ce qu'aurait été sa vie? J'aurais pas été
contre qu'on fasse un manga ici quoi. Il y a pas mal de comics qui font des univers et si ça s'était passé différemment pour ci et ça, ce serait cool qu'on fasse ça pour Death Note personnellement parce que je trouve qu'il y a des trucs, il y aurait des choses à faire là. Enfin bon, c'est une grosse tangente, c'est une parenthèse qui est pas importante. Ce qui est intéressant c'est que au début quoi, on sent que Yakamila était innocent à son regard, mais au fur et à mesure de ses décisions, on voit qu'il a un regard beaucoup plus méprisant et diabolique que ce qu'il a, parce qu'il est influencé par cette espèce de voie qu'il a suivie. Et ça l'amène à être de plus en plus impitoyable et être complètement pris par son idéologie qu'il a gonflé son ego. Son idéologie a complètement gonflé son ego à la base. Et même si il lutte pour une cause juste au départ, je sens clairement qu'au départ, ce qu'il voulait, c'était pas tant être vénéré comme un dieu, c'était surtout offrir une solution radicale pour un problème qui, selon lui, même à long terme, avait de très fortes chances de ne pas se régler. Il a fini par être totalement débordé par le pouvoir que ça lui a conféré auprès des gens. Et c'est cet ego, au passage, qui le perdra. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. La psychologie du personnage est très fascinante par rapport à ça. Il est malin, il sait manipuler les choses de façon que je trouve très intéressante. Mais en plus de ça, il a une psychologie fascinante qui évolue au fur et à mesure du manga et que j'aime énormément. Donc, ouais, c'est un très bon protagoniste anti-héros qui porte excellemment une histoire assez rare à voir et que je trouvais très bien faite et très bien portée par son protagoniste. Et mon personnage fictif préféré est Popu. Alors je sais qu'on a tendance à dire Pop. J'étais tellement habitué à la vieille version. J'ai pas encore acheté la version Dragon Quest, la quête de Dai, qui est beaucoup plus fidèle au nom en tout cas. Et oui, quand on lit cette vieille version, il y a plusieurs moments où je me dis mais qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ce texte? Mais bon, il y a plusieurs moments où ils sont un peu plus frangeux dans les termes qu'ils emploient. Et c'est pour ça que j'en sais rien. Peut-être par nostalgie, j'ai un peu plus d'affection pour cette version-là. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire Fly plutôt que Die. Popu plutôt que Pop, Yunkel plutôt que Enki, etc. etc. Voilà, voilà. Donc, c'est mon manga préféré, j'en ai déjà parlé à plusieurs moments. En grande partie grâce aux personnages qui sont tous très bien réussis. Voilà, hein, des personnages d'Heroic Fantasy très bien faits, ça me rappelle beaucoup sur le principe Le Seigneur des Anneaux version manga. Bon, j'exagère un petit peu, hein, parce qu'il y a quelque chose de... C'est un petit peu différent dans l'état d'esprit, mais dans le cadre, c'est très similaire et ça propose des personnages très bien foutus, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est pour ça que il y a un parallèle un peu qui peut se faire un petit peu entre ça. Néanmoins, si j'adore à peu près tous les personnages de ce manga, il y en a un qui se démarque clairement et c'est Popu. Voilà, à nouveau Pop si vous souhaitez. Moi je dis Popu 2, ça fait juste que je dis Popu, vous m'excuserez. Hein. Désolé pour les puristes qui sont pas contents, ça s'est imprégné dans ma cervelle, je dis toujours Popu maintenant. C'est moi, hein. Donc, ouais, c'est un personnage que j'adore sur tellement de points. Parce que, à nouveau, comme d'autres personnages que j'ai montrés avant, c'est un personnage dont le développement est tellement fort. Au début, surtout quand on le regarde comme ça, il rappelle beaucoup Wesley, en fait, dont j'ai parlé avant. C'est-à-dire que c'est un peu un maladroit, un peu connard sur les bords. Il est un peu connard, il est même lâche. Et ouais, il arrive à être un peu drôle par rapport à ça, mais c'est pas non plus un personnage très engageant. Mais ce qui est très intéressant avec lui, c'est la façon dont il va évoluer et devenir de plus en plus sérieux, de plus en plus une valeur sûre, et se montrer être le plus grand allié de notre héros principal. Vraiment, il y aura beaucoup d'alliés au caractère très fort, qui sont très intéressants au fur et à mesure de l'histoire du manga, mais celui qui se démarquera le plus, qui aura toujours été avec Fly au début de son périple, qui l'aura accompagné tout le temps et qui aura toujours été là pour évoluer avec lui, en fait, c'est Popu. Hein. Et c'est ce qui fait que, d'une part, déjà, c'est presque le co-héros de l'histoire avec Fly,
presque. Bon, Fly est quand même un petit peu plus mis en avant, c'est normal, c'est son histoire, il a plus de pouvoir, c'est lui le grand héros central qui va mettre fin un peu à tout. Mais c'est vraiment la personne qui a toujours été là pour lui. Un peu comme Sam Genji dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la personne qui aura toujours été là pour soutenir le héros qui doit accomplir la chose, mais qui aura été d'une fidélité admirable jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je l'ai dit, la façon dont il évolue. Au début, c'est vraiment un lâche très discutable, mais il va avoir de nombreux moments de remise en question de soi qui seront tous plus touchants les uns que les autres et qui ne seront pas toujours dans le bon sens pour lui parce que ça le mettra vraiment à l'épreuve. Ça mènera de nombreux moments très forts où il se décidera enfin à aller de l'avant, qui sont très bien foutus, des moments de sacrifice de sa part qui sont très touchants, des moments d'intervention pour aider les autres, pour apporter sa contribution qui, pour ma part, sont excellemment bien écrits et dont certains m'ont légitimement fait pleurer. Sérieusement, il y a eu 3-4 moments dans tout le manga centrés sur Popu qui m'ont légitimement fait verser une larme. C'est vrai, je le pense sincèrement, c'est un personnage très bien foutu, très bien écrit, tellement bien développé. Et surtout, dans son statut, à nouveau comme Sam Genji, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. C'est quelqu'un qui s'est décidé à suivre les enseignements de magicien un peu par lubie presque. C'est-à-dire, ça m'intéresse, j'ai une certaine... je suis un peu fan de ce héros-là et j'ai envie de suivre des cours avec lui pour quitter la vie pourrie que j'ai, hein, de façon très ado, quoi. C'est-à-dire, j'ai une vie pourrie, je vais pas être l'enfant de cet armurier minable, s'il vous plaît, emmenez-moi loin de là, je veux être un héros, je veux être adulé et tout, quoi. Il est vraiment parti pour des mauvaises raisons et il part de rien en fait. En partant de rien, il va évoluer vers quelque chose, vers quelqu'un de tellement fort et sur qui on peut tellement dépendre, que ça rend tout son périple tellement fort de sens. Là où des personnes comme Fly ou Yunkel sont dès le départ vouées à être grands de par leur naissance, comment ils ont grandi, de base, lui c'est vraiment venu relativement tardivement dans sa vie et c'est vraiment une série de choix qui l'a amené à devenir cette personne tellement forte et prenante. Et c'est tout bêtement la simplicité de sa vie et de son expérience qui le rendent tellement touchant et rattachable dans ce manga. Vraiment, hein, il y a pas mal de choses autour de lui qui sont drôles parce que c'est un pervers. Je me reconnais un petit peu là-dedans. C'est un pervers qui peut être un peu maladroit dans ses propos, qui doute souvent de lui et qui doit évoluer en conséquence et qui ne relie pas une partie de ses défauts qui font de lui ce qu'il est, sa personnalité, mais qui apprendra quand même à évoluer avec ça et qui pour moi, formera la personne la plus complexe, la plus attachante, la plus touchante que j'ai pu voir dans une œuvre narrative, sincèrement. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage et que vraiment, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles ce manga est mon manga préféré de tous les temps. Voilà qui est fait. On se retrouve la semaine prochaine pour la liste des personnages Disney que j'aime le moins. Je ne ferai pas de HS sur les personnages non Disney que j'aime le moins à côté. Non, j'aurai pas le temps de faire ça. Et puis, c'est très difficile à déterminer en fin de compte. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi. À très bientôt. Bye.